Lors de mon entretien, maman a écrit au directeur, « Ne prends pas cette ordure. » Mon oncle Harry et ils ont donné le poste à ma sœur. Elle est sortie avec l'offre de mes rêves, alors j'ai détruit son avenir. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une excellente journée où que tu sois. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires de quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Elia et voici l'histoire de comment la famille qui devait m'aimer a essayé de m'enterrer vive sans savoir qu'en faisant ça elle ne me donnait qu'une pelle pour creuser leur propre tombe. La climatisation du hall de la prestigieuse agence de création était une bête invisible et glacée. Elle soufflait de façon régulière, comme si son seul but était de geler les espoirs de quiconque osait s'asseoir dans ce lieu au siège en cuir blanc et à l'acier chromé. J'étais assise au bord d'un fauteuil qui devait coûter plus que ma voiture, une voiture que, d'ailleurs, je n'avais pas. Mes mains entrelacées sur mes genoux formaient 2 nœuds de tendons et de nerfs. J'ai serré si fort que j'ai senti le battement de mon propre sang frapper furieusement mes paumes. Une nervosité qui marquait le rythme de l'entretien qui pouvait tout changer. Ce n'était pas qu'un simple travail. Appeler ça juste un travail serait une grosse simplification, une insulte aux nuits blanches, aux litres de café bon marché et aux larmes de frustration que j'avais versées pour en arriver là. C'était la clé pour sortir du petit appartement de 2 pièces où mon fils de 6 ans, Hugo, dormait sur un canapé-lit dans le salon. La clé pour arrêter de compter les pièces pour le bus et pouvoir lui acheter les chaussures de foot qu'il voulait sans ressentir cette douleur dans le ventre. C'était la clé pour la première fois à 29 ans, sentir que je contrôlais ma vie et que je pouvais construire quelque chose de stable et sûr pour mon fils. Loin de l'ombre toxique de ma famille. Mon reflet dans le verre noir impeccable du mur en face me montrait une étrangère, une femme aux cernes que le maquillage cachait à peine, avec une expression qui la faisait paraître plus âgée. La nuit précédente, après que Hugo se fût enfin endormi, serré contre son doudou dinosaure appelé Stégosaurus courageux, je suis resté réveillé jusqu'à 3 heures du matin à revoir ma présentation, à prévoir les questions et à polir mes réponses jusqu'à ce qu'elles brillent. Et ce matin-là, mon rituel de préparation avait été presque cérémonial. La blouse crème, ma seule blouse d'entretien achetée dans une friperie pour une fraction de son prix, je l'avais repassée 2 fois pour être sûr qu'elle n'avait aucune ride. C'était mon armure. La jupe noire, un peu usée, tombait droite, professionnelle. Et mes chaussures. Ah, mes chaussures étaient le point faible de mon armure. Je les avais astiquées avec un vieux chiffon jusqu'à presque y voir mon reflet, un effort désespéré pour cacher les rayures et les petites fissures qui racontaient mes innombrables trajets en transport en commun. En attendant, la réceptionniste, une jeune fille d'à accent grave peine 22 ans qui portait un sac de créateur que je n'avais vu que dans des magazines, me regardait parfois par-dessus son écran. Ce n'était pas un regard curieux, mais évaluateur, condescendant. Un regard qui disait, « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Dans ma tête, une phrase silencieuse se répétait comme un mantra. Ce n'était pas une prière à un Dieu auquel je n'étais plus sûr de croire. C'était une supplique à ma propre valeur, à la résilience qui m'avait maintenu à flot dans une mer de mépris. S'il vous plaît, qu'ils voient au-delà de ces vêtements bon marché. S'il vous plaît, qu'ils entendent la passion dans ma voix, pas le tremblement de mes mains. S'il vous plaît, juste une chance. C'est tout ce que je demande. La porte en verre s'ouvrit avec un petit sifflement et mon oncle Esteban entra, le directeur de l'agence, frère de ma mère, l'architecte de beaucoup de mes échecs silencieux. Il portait un costume gris si parfaitement taillé qu'on aurait dit qu'il était né avec. Son sourire était une œuvre d'art de la diplomatie d'entreprise, précis, sans émotion et qui n'atteignait jamais ses yeux froids et calculateurs. Il parla d'une voix résonnante, faussement cordiale dans le hall, quelle ponctualité. J'aime ça. Je me suis levé d'un bond, lissant une ride inexistante sur ma jupe. Merci pour l'opportunité, oncle Esteban. Ici, je suis Esteban, me corrigea-t-il d'un ton qui voulait être professionnel mais qui sonnait seulement distant. Il me tendit la main. Sa poignée était comme je m'y attendais, courte, ferme, dénuée de toute chaleur familiale. Pendant qu'il me conduisait dans un couloir qui ressemblait à un tunnel de vent de réussite et d'argent, j'ai senti les regards curieux des employés qui passaient, jeunes, sur 2, pleins de vie. Je me sentais comme une pièce d'un puzzle mal placée, une note discordante dans une symphonie de privilèges. Le syndrome de l'imposteur, cet ennemi bien connu, me soufflait à l'oreille, « Tu n'as pas ta place ici. Tu es une erreur. Ils vont te découvrir. » Mais alors une image m'est apparue, le visage de Hugo ce matin-là, m'embrassant avec de la confiture et me disant « Déchire tout, maman.
T'es la plus futée du monde. Je redressai les épaules. Non, je n'étais pas une fraude. J'étais la maman la plus futée du monde pour quelqu'un, et pour lui j'étais prête à affronter n'importe quel dragon, même ceux qui portaient des costumes de créateurs et partageaient mon sang. La salle de réunion ressemblait moins à un bureau et plus à un observatoire vers l'Olympe. 3 des 4 murs étaient en verre, offrant une vue à 180 degrés sur Mexico qui te faisait te sentir littéralement au sommet du monde. Un monde qui semblait à des millions de kilomètres de mon petit appartement dans la Colonia Doctor. Une table en acajou si longue qu'elle aurait pu servir de piste d'atterrissage pour un petit avion dominait la pièce. À la tête de la table, près de mon oncle Esteban, se trouvait un autre homme. Lélia, je te présente Sergio Riva, notre directeur de projet senior, dit Esteban en faisant un geste de la main. Sergio est le lien principal avec nos clients les plus importants. La personne qui obtiendra ce poste travaillera côte à côte avec lui, donc ton évaluation dépend autant de lui que de moi. Sergio se leva. C'était un homme d'une quarantaine d'années avec une barbe grisonnante parfaitement taillée et des yeux qui brillaient d'une véritable intelligence. Sa poignée de main fut ferme mais chaleureuse, et son sourire, contrairement à celui de mon oncle, atteignit ses yeux. « Lélia, enchanté, dit-il. J'ai regardé ton portfolio et les projets que tu as présentés pour ton cursus. Tu as un talent impressionnant pour trouver le cœur d'une marque. Ce n'est pas courant. » Une petite vague chaude de soulagement m'a traversé. Quelqu'un avait fait ses devoirs. Quelqu'un avait vu au-delà de mon CV de serveuse et de réceptionniste. Quelqu'un avait vu mon travail. L'entretien commença et, au fil des minutes, j'ai senti mes nerfs se dissoudre, remplacés par une montée de passion. C'était mon terrain. Ici, je n'étais pas la fille invisible ni la mère célibataire jugée. Ici, j'étais une stratège. J'ai parlé de « les saveurs de Mama » avec un enthousiasme qui m'a même surprise. Ce n'était pas juste un compte, un client, c'était la matérialisation de tout ce que j'aimais. On ne peut pas vendre le molle de Monsieur Vega comme un simple produit en pot, expliquai-je en me penchant légèrement sur la table. Nous vendrions un dimanche après-midi chez Mama. Nous vendrions le son de la cuillère en bois contre la marmite en terre. La campagne ne doit pas être sur des panneaux publicitaires, elle doit être dans les histoires que les gens partagent. Je propose une plateforme digitale appelée « La recette secrète », où les utilisateurs ne partagent pas seulement comment ils utilisent les produits, mais aussi les histoires familiales derrière leurs plats. Nous créerons une communauté, pas seulement une clientèle. Pendant que je parlais, je vis Sergio hocher la tête vivement en prenant des notes rapides dans son carnet. « Et comment estimerais-tu le retour sur investissement d'une campagne aussi émotionnelle » demanda-t-il, non pas comme un défi, mais avec une vraie curiosité. Par l'engagement, le sentiment de marquer, sur le long terme, la fidélité. Nous ne cherchons pas un pic de vente, nous voulons construire un héritage de marque qui dure des générations, exactement comme l'héritage de Monsieur Vega, répondis-je sans hésiter. Pendant un instant, un moment magique et fugace, j'ai senti que je l'avais. Sergio semblait visiblement enthousiasmé par les idées et même mon oncle Esteban, l'éternel sceptique, s'était incliné dans son siège, les doigts entrelacés, me regardant avec une expression qui était presque du respect. La pensée dangereuse revint, plus forte cette fois. Je vais y arriver. Il voit enfin ma valeur. Il va me donner le travail. C'est à ce moment que l'univers a décidé de me rappeler cruellement ma place. Le téléphone d'Esteban, posé face vers le haut sur la surface polie d'acajou, vibra avec un bourdonnement discret mais mortel. Il baissa les yeux. Je vis ses yeux parcourir l'écran et j'assistais à une transformation aussi subtile que dévastatrice, comme une fissure apparaissant dans la glace sous tes pieds. Le presque respect disparut. La commissure de ses lèvres se courba en un léger geste de mépris. Et quand ses yeux se levèrent pour croiser les miens, le professionnalisme avait été remplacé par un voile de froid mépris familial. C'était ce regard, le regard qui me disait, sans parole, que je n'étais qu'un fardeau, une cause perdue. Un frisson me parcourut de la nuque au talon. Ma voix faiblit un instant, mais je me forçai à continuer, m'accrochant au reste de ma présentation, pendant que mon esprit criait. Quel était ce message ? Que disait-il ? L'atmosphère s'était alourdie, l'air était devenu pesant. Esteban leva une main, m'interrompant au milieu d'une phrase. Assez de la partie créative, Elia, dit-il, son ton désormais sec et condescendant. Soyons pratiques. Ton CV montre des trous, des années où tu as travaillé dans des emplois, disons, peu qualifiés. Et puis il y a ta situation personnelle. Il s'arrêta,
laissant ses mots flotter dans l'air comme une mauvaise odeur. Ce poste est pour quelqu'un qui s'engage à 100%, sans distraction. Tu comprends ce que je veux dire? La question était une gifle emballée dans le jargon corporatif d'une fausse inquiétude. Je sentis le regard gêné de Sergio posé sur moi. J'avalais le nœud d'humiliation qui bloquait ma gorge. Ma situation personnelle, comme vous l'appelez, c'est un enfant de 6 ans. C'est la raison pour laquelle je me bats chaque jour. Et ces emplois peu qualifiés m'ont appris à connaître les gens réels, ceux qui achètent vos produits, d'une façon qu'un MBA ne pourra jamais comprendre. Je n'ai pas de distraction, Esteban. J'ai des motivations. Sa réponse fut un sourire glacé. Nous verrons bien. Le reste de l'entretien fut une lente et douloureuse agonie, un interrogatoire conçu non pas pour évaluer mes compétences, mais pour confirmer une décision déjà prise via un message. Je sortis de cette salle de réunion en me sentant nu, dépouillé, avec une question brûlant dans mon esprit, qui avait appuyé sur la gâchette? Le retour sur la ligne 3 du métro fut une descente dans mon enfer personnel. La rame était bondée et la chaleur humaine se mélangeait à l'odeur de métal et de pluie récente, créant une atmosphère suffocante. Chaque bousculade, chaque voix forte, chaque rire d'inconnu me paraissait une agression directe. Je m'accrochais à la barre, mon reflet déformé dans la vitre sale me montrait une femme au bord de l'effondrement. Le regard glacé de mon oncle ne me quittait pas. Il était devenu une écharpe de glace plantée dans mon esprit et, à chaque secousse du train, elle s'enfonçait plus profondément, libérant un torrent de souvenirs amers. Je fermai les yeux, mais ce fut pire. L'obscurité se transforma en écran de cinéma, le musée de ma douleur privée. Et les expositions de cet après-midi étaient particulièrement cruelles. Exposition numéro 1, la voiture rouge et le manuel d'auto-aide. Un anniversaire partagé. La scène ressemblait à un cliché de bonheur de banlieue. Le jardin derrière la maison de mes parents, la pelouse parfaitement coupée, une table pleine de nourriture et un groupe de proches qui discutaient joyeusement. J'avais 18 ans. Ma sœur Renata en avait 16. Comme nos anniversaires tombaient la même semaine, ma mère insistait toujours pour une fête commune, un exercice d'efficacité qui servait surtout à montrer son favoritisme. Le moment fort arriva après le gâteau. Mon père, avec un sourire de maître de cérémonie, demanda à Renata et à moi de nous lever. Nous avons une petite surprise pour nos filles, annonça-t-il. Puis il ouvrit la porte du garage. Là se trouvait une Chevrolet Spark rouge cerise, si brillante qu'elle faisait mal aux yeux, avec un énorme nœud ridicule collé sur le toit. Les yeux de Renata s'ouvrirent comme si elle voyait un miracle. Un cri aigu de joie pure s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne se jette dans les bras de mon père. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est à moi. Tout à toi, princesse, dit mon père, gonflé de fierté. Ma mère l'embrassa en lui murmurant quelque chose à l'oreille qui fit éclater Renata d'un rire encore plus fort. J'ai applaudi. Mon sourire ressemblait à un masque de plâtre prêt à se fissurer. La jalousie avait un goût amer au fond de ma gorge. Puis, ma mère se tourna vers moi. Elle tenait un petit paquet rectangulaire enveloppé dans un papier sobre. Et ça, c'est pour toi, Elia. Nous savons combien tu aimes lire, dit-elle. Son ton était étrangement formel. Je l'ai ouvert avec soin. Dedans se trouvait le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres. Un instant, je n'ai pas compris. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu le regard de ma mère. C'était un regard clinique, comme celui d'un médecin observant un symptôme inquiétant. Nous avons pensé que ça t'aiderait à t'épanouir, ma chérie, ajouta-t-elle. Tu es tellement sérieuse, tellement intense. Un peu de charme t'ouvrirait beaucoup de portes. Le message, donné devant toute la famille, était aussi subtil qu'un coup de marteau. Renata devait être célébrée. Moi, je devais être réparé. Son chemin était une autoroute de fun et de popularité. Le mien, un sentier dur de développement personnel pour corriger mes défauts. Pendant que Renata faisait un tour en voiture avec toutes ses amies, leur rire et la musique pop s'éloignant dans la rue, je restais dans le jardin, tenant le livre. Je sentais le poids, non pas des pages, mais de la conviction inébranlable de ma famille que j'étais, d'une certaine manière, fondamentalement cassé. Exposition numéro 2, la maternité solitaire et le bracelet de la tante. La chambre de l'hôpital sentait l'eau de Javel et la solitude. J'étais épuisé. Mon corps était une carte de douleur nouvelle et étrange, mais mon cœur était sur le point d'exploser d'un amour si fort qu'il m'en coupait le souffle. Dans mes bras,
blotti et dormant, se trouvait Hugo, mon fils, mon univers entier. Le père d'Hugo avait décidé, avec une lâcheté incroyable, que la paternité était une responsabilité qu'il n'était pas prêt à assumer, et il avait disparu de ma vie comme un fantôme. J'étais seul, affreusement seul, mais en regardant le visage petit et parfait de mon fils, j'ai senti une force que je ne savais pas posséder. Ma mère et Renata sont arrivées le 3e jour. Leur visite dura exactement 12 minutes. Elles sont entrées comme si elles visitaient une zone sinistrée, leur visage un mélange d'obligation et de dégoût. « Oh, comme tu as l'air fatigué, Elia », fut le salut de ma mère, en posant son sac de créateur sur la chaise la plus éloignée de mon lit. Renata regarda Hugo dans mes bras à distance. « Il mange déjà tout seul ou comment ça marche ?» demanda-t-elle, avec la même curiosité qu'on a en regardant un animal exotique au zoo. Alors, ma mère s'approcha, non pas de moi, mais de Renata. Elle sortit de son sac une petite boîte élégante d'une bijouterie connue. « Va tiens, ma chérie. Pour que tu aies un joli souvenir du jour où tu es devenue tante. » Renata l'ouvrit. À l'intérieur, un bracelet délicat en argent, avec un petit pendentif en forme de cœur, brillait sous la lumière fluorescente de l'hôpital. « Maman, c'est magnifique. » « Merci », cria-t-elle en l'embrassant sur la joue. Elles passèrent les minutes suivantes à parler du bracelet, des projets de Renata pour le week-end, et du parking horrible de l'hôpital. À moi, la femme qui venait de passer 30 heures de travail, la nouvelle mère, elles adressèrent à peine la parole. La naissance de mon fils, mon miracle personnel, avait été réduite à un simple événement secondaire dans la célébration continue de la vie de Renata. Elles me laissèrent là, dans le silence après leur départ, serrant mon bébé et pleurant des larmes silencieuses, non pas de joie post-parto, mais d'une solitude si profonde et si ancienne qu'elle semblait faire partie de mon ADN. Le bruit du métro s'arrêtant à la station Obrera me ramena brutalement au présent. Je me frayais un chemin dans la foule, sortant à la lumière grise de l'après-midi. Les souvenirs n'étaient pas seulement des souvenirs, c'étaient des preuves. Des preuves d'un schéma, d'un système de valeurs familiales dans lequel moi, toujours, je sortirais perdante. Et tandis que je marchais vers ma maison, une question froide et dure s'empara de mon esprit, jusqu'où étais-je prête à perdre avant de commencer à me battre? Je montai les 3 étages jusqu'à mon appartement, sentant que chaque marche était une montagne. La fatigue que je ressentais n'était pas physique, mais de l'âme. J'ouvris la porte et fus accueilli par un tourbillon d'énergie haut de 60 cm et pesant 20 kg. « Maman, tante Célia nous a apporté des conchas au chocolat », cria Hugo en courant vers moi, le visage et les mains couverts de sucre et de chocolat. Une vision glorieuse et chaotique. Derrière lui, dans la petite cuisine, ma tante Célia souriait. Elle était l'antidote de ma famille. Si ma mère était le poison, Célia était le sérum. Sœur aînée de ma mère et de mon oncle, elle avait été excommuniée silencieusement du cercle familial intime pour être trop simple, trop traditionnelle, c'est-à-dire trop gentille et décente. Alors ma fille, comment ça s'est passé? Tu les as laissés bouche bée, demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier, ses yeux brillants d'un espoir que je ne pouvais plus me permettre de ressentir. Je forçai le sourire le plus convaincant que je pus rassembler. Je crois que ça s'est bien passé, tante. Tu sais comment sont ces choses. Maintenant, il faut attendre. Je mentis. Je mentis pour la protéger, pour ne pas éteindre la lumière dans ses yeux. Elle sembla satisfaite de ma réponse. Elle me donna une étreinte qui sentait la vanille et la maison. Un câlin qui me soutint bien plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Mais tu verras, Elia, tu le mérites plus que personne. Après son départ, tandis que Hugo s'installait sur le canapé pour sa dose quotidienne de dessins animés, la vibration de mon téléphone dans mon sac résonna comme le sifflement d'un serpent. Une partie de moi voulait le jeter par la fenêtre, ne plus jamais regarder un écran. Mais une autre partie, une partie masochiste et curieuse, avait besoin de savoir. Avec des doigts tremblants, je sortis le téléphone. L'écran s'illumina de plusieurs notifications du chat de groupe Les Rois de la Maison. Le nom, choisi par ma mère, ne m'avait jamais semblé aussi cruellement absurde. Mon cœur fit un bond douloureux. Une partie stupide et optimiste de moi, une partie qui refusait de mourir, murmura, peut-être qu'Esteban leur a dit que j'avais été brillante. Peut-être qu'ils reconsidèrent. Quelle naïveté. Quelle pathétique naïveté. J'ouvris WhatsApp. L'historique du chat se déploya devant moi comme la scène d'un crime. Le premier message que je vis venait de ma mère, Dolores. Il avait été envoyé à 11h32 du matin,
juste quand j'étais en pleine défense passionnée de la nostalgie comme outil de marketing. C'était une photo, un selfie de Renata dans la cabine d'essayage d'une boutique de luxe à Masaryk. Elle portait une robe hors de prix et posait en faisant la moue. Le texte en dessous disait « Ma princesse essayant sa nouvelle robe pour le gala. N'est-elle pas la plus belle? Elle brillera plus que personne. » J'avalais ma salive. C'était une démonstration de pouvoir, une déclaration de priorité. Tandis que je me battais pour un avenir, elle faisait du shopping. Et puis je le vis. Le message qui changea tout. Le message qui prit mon cœur et le pulvérisa. Il venait de ma mère. Et même s'il était dans le chat de groupe, il était clair par sa rédaction qu'il s'agissait d'une erreur fatale, un message qu'elle voulait envoyer en privé à son frère. Maman, 11h41. Esteban, je t'en supplie, n'embauche pas cette ordure inutile. Je t'en prie. C'est une amère, toujours avec ses drames de mère célibataire. Elle détruira l'image de l'entreprise. En plus, avec son enfant, elle aura toujours des excuses pour manquer et ne pas travailler. La pièce se mit à tourner. Je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Je lus le message 1, 2, 3 fois. Les mots ne changeaient pas, ordure inutile. Ce n'était pas un surnom dit sous la colère, c'était une définition. C'était l'étiquette que ma propre mère m'avait collée. C'était ainsi qu'elle me voyait, comme un déchet, un fardeau. Mes yeux, remplis de larmes que je refusais de laisser tomber, cherchèrent la réponse suivante. Il fallait que ce soit mon oncle. J'espérais une défense, une réprimande contre ma mère, quelque chose. Ce que je trouvais fut pire que les mots. Tonton Esteban, 11h42. Un simple emoji. Un pictogramme jaune et souriant, mort de rire. Il riait. Il riait de la description que ma mère avait faite de moi. Il riait de mon humiliation. À cet instant, son regard glacé dans la salle de réunion prit tout son sens. Ce n'était pas du professionnalisme, c'était du mépris pur et dur. Le coup final, celui qui m'acheva et m'ôta tout souffle, arriva quelques secondes plus tard. Maman, 11h43. Oh, quelle idiote. Je l'ai envoyé dans le groupe. Bon, peu importe. Mieux vaut donner le poste à Renata. Au moins elle est jolie et elle sait sourire. Je lui ai déjà dit de passer au bureau, au cas où. Dis-lui d'apporter le CV qu'on lui a payé pour qu'on lui fasse. L'air s'échappa de mes poumons dans un sifflement. C'était une conspiration, une trahison méticuleusement orchestrée. On m'avait amené là comme un agneau à l'abattoir, juste pour profiter du spectacle. Je restais debout au milieu de mon salon. Le téléphone tremblant dans ma main. Le son des dessins animés, le rire innocent de Hugo, tout me semblait venir d'une autre planète. La douleur était si aiguë, si physique, que je me pliai, posant une main sur mon ventre comme si on m'avait poignardé. Et dans cet abîme de douleur, quelque chose se brisa. C'était le dernier et mince fil d'espoir qui me liait à eux. La croyance enfantine que, tout au fond, ils m'aimaient. Il se brisa avec un claquement silencieux et définitif. Et dans le vide qu'il laissa, ce ne fut pas la haine qui naquit. La haine est une émotion chaude, passionnée. Ce que je ressentis fut bien plus dangereux. Ce fut un calme glacé, une clarté absolue. Le plateau de jeu avait été révélé, les règles étaient claires et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à jouer. J'étais encore en train de digérer l'ampleur de la trahison, debout comme une statue dans mon salon, quand la sonnette retentit. Le son aigu et strident me fit sursauter, manquant presque de me faire tomber le téléphone des mains. Mon premier réflexe fut de l'ignorer. Je ne voulais voir personne, je ne voulais parler à personne. Je voulais juste me recroqueviller dans mon lit et disparaître. Mais Hugo, inconscient de la destruction de mon monde, bondit du canapé avec l'énergie inépuisable d'un enfant de 6 ans. J'ouvre, maman. C'est peut-être le monsieur des pizzas, cria-t-il en courant vers la porte. Non, Hugo, attends, dis-je. Ma voix sonnait rauque et étrange. Mais c'était trop tard. Ses petites mains avaient déjà tourné la poignée. La porte s'ouvrit pour révéler la dernière personne que je voulais voir à ce moment-là. Renata était radieuse. Il n'y avait pas d'autre mot pour la décrire. Elle semblait briller d'une lumière propre, la lumière du triomphe et de la satisfaction. Elle portait la robe chère de la photo et ses cheveux parfaitement coiffés tombaient sur ses épaules. Son sourire, une œuvre d'art d'arrogance, s'élargit en me voyant. Eh bien,
mais si ce n'est pas ma grande sœur préférée, dit-elle d'un ton mielleux, tandis que son regard parcourait mon petit et modeste appartement avec un mépris à peine caché. J'interromps ton après-midi passionnant de ce que tu fais, peu importe. Hugo, sentant la tension, se cacha timidement derrière mes jambes, s'agrippant à ma jupe. Je me redressai, rassemblant chaque gramme de dignité qui me restait pour former une barrière protectrice. « Qu'est-ce que tu veux, Renata ?» demandai-je, ma voix sonnant plus ferme que je ne me sentais. Elle laissa échapper un petit rire, un son qui m'avait toujours semblé être le tintement de verre brisé. Elle se pavana à l'intérieur de l'appartement sans y être invitée, balançant une grande enveloppe manie dans sa main comme si c'était un sceptre. Je passais juste dans le quartier, mentit-elle effrontément, et j'ai pensé venir t'annoncer la bonne nouvelle en personne. Tu sais, pour que tu ne la prennes pas par le chat familial. Je voulais que ce soit plus personnel. Elle leva l'enveloppe à la hauteur de ses yeux, ses ongles parfaitement manucurés contrastant avec le papier rugueux. Devine ce que c'est ? Je ne répondis pas. Je la regardais seulement, enregistrant chaque détail de son visage dans ma mémoire, l'éclat cruel dans ses yeux, la courbe satisfaite de ses lèvres. Je collectais des preuves pour le procès qui se déroulerait plus tard dans mon esprit. Allons, Elia, ne sois pas ennuyeuse. C'est une lettre d'offre d'emploi, chantonna-t-elle en allongeant le dernier mot, du tonton Esteban. Apparemment, ils ont été enchantés par moi. Il a dit que j'ai une énergie vibrante et une présence de star, exactement ce dont le comte, saveur de la grand-mère, a besoin. Il fit un pas de plus vers moi jusqu'à ce que je sente presque la chaleur de sa présomption. Il m'a dit que ton entretien était déprimant. Ces mots, pas les miens. Il a dit que tu paraissais fatigué, stressé, que tu ne projetais pas la réussite. Et alors il fit le geste qui grava son crime au fer rouge dans mon âme. Avec une lenteur calculée, il leva l'enveloppe et me donna de petits coups doux et réguliers sur la poitrine, juste au-dessus du cœur. Tape, tape, tape. Chaque coup était une moquerie. Chaque coup était un rappel de ce qu'on m'avait volé. Je suis vraiment désolé, petite sœur, chuchota-t-elle. Son souffle sentait la menthe et le poison. La vie est dure, hein ? Certains naissent sous une bonne étoile et d'autres, eh bien, d'autres naissent écrasés par l'étoile. Elle haussa les épaules avec une fausse compassion. Mais regarde le bon côté. Tu auras plus de temps pour ton fils. Et ne t'inquiète pas, quand on me fera monter en grade, je te promets de t'envoyer un très grand panier de Noël au nom de l'entreprise. Je restais immobile, sentant le bord de l'enveloppe contre mon chemisier. C'était mon avenir. C'étaient les frais de scolarité de Hugo. C'étaient les nuits de paix sans m'inquiéter du loyer. C'était ma chance d'être quelqu'un d'autre que la pauvre Elia. Et elle l'utilisait pour me frapper, au sens propre et figuré. À cet instant précis, la digue de mon autocontenance se brisa, mais il n'en sortit ni torrent de larmes ni cris. Il en sortit une rivière de glace. La tristesse se figea et devint de la rage. La rage se cristallisa et devint une détermination aussi pure et dure que le diamant. Je la regardai dans les yeux, et la femme qui me rendit ce regard n'était plus la victime. C'était une prédatrice qui venait d'identifier sa proie. Renata dut sentir le changement, car son sourire vacilla. La fanfaronnade dans ses yeux fut remplacée par une brève étincelle d'incertitude, peut-être même de peur. Elle fit un pas en arrière, par réflexe. « Oh bon, j'y vais, dit-elle, sa voix perdant une partie de sa musicalité. Je dois fêter ça. Maman et papa m'emmènent dîner au Puol. » Elle se retourna et sortit de mon appartement presque en courant. Je fermai la porte derrière elle, pas en la claquant, mais avec un clic doux. Le son d'une serrure qui s'emboîte. Le son d'une décision finale. Hugo me regarda depuis sa cachette. La méchante tata est partie, maman ? Je m'agenouillai, je le pris dans mes bras et je le serrai si fort que je lui coupai presque le souffle. Et oui, mon amour. Elle est partie. Je lui chuchotai à l'oreille. Ma voix était un murmure glacé. Et je te promets une chose, Hugo. Plus jamais, jamais, elle ne nous fera du mal. Les jours qui suivirent furent un exercice de dissociation. Mon corps bougeait en pilote automatique. J'emmenais Hugo à l'école, je souriais aux clients au café, je ramassais les tasses vides, je nettoyais les tables. Mon esprit, lui, était ailleurs. Il se trouvait dans une pièce sombre et froide à aiguiser des couteaux. La rage initiale, celle qui me faisait trembler, s'était installée au fond de mon ventre comme un bloc de plomb froid. Ce n'était plus une émotion chaude et incontrôlable.
Elle s'était transformée en carburant, un carburant haute efficacité qui alimentait mon cerveau jour et nuit. Je dormais peu, je mangeais sans sentir le goût. Toute mon énergie était concentrée sur un seul objectif, la rétribution. Le dimanche suivant arriva avec la condamnation inévitable du repas de famille. Pendant des années, j'avais craint ces dimanches. C'était mon jugement hebdomadaire, où chaque aspect de ma vie était examiné, pesé et déclaré insuffisant par le tribunal familial. Mais ce dimanche-là, pour la première fois, je n'eus pas peur. J'y allais volontairement. J'y allais comme une espionne s'infiltrant en territoire ennemi. La maison de mes parents bouillonnait d'une atmosphère festive et autosatisfaite. Renata, bien sûr, était le soleil autour duquel tous les autres planètes familiales gravitaient. Elle portait un pantalon de soie et une blouse qui, comme ma mère l'annonça à tout le monde, lui avait coûté une fortune. Mais la petite mérite tout. Elle a un don, un instinct pour les affaires, s'exclamait mon père en servant à Renata la meilleure part du rôti. Là elle a ça dans le sang. Le sang Reyes. Il me lança un rapide regard, un regard qui m'excluait clairement de cette prestigieuse lignée. Je m'assis à ma place habituelle, au bout de la table, près de la cuisine, le lieu de l'exil. J'écoutais, j'observais, j'enregistrais. Chaque mot, chaque geste était une pièce d'information. Le travail est un rêve, vraiment, dit Renata, faisant tourner le vin dans son verre avec un air d'experte qu'elle n'avait pas. Même si le client principal, ce monsieur Vega, est un peu intense, un vieux jeu. Il n'arrête pas de parler de sa grand-mère et d'Oaxaca et je ne sais quelle chose. Trop ennuyeux. Ma mère laissa échapper un petit rire complice. Toi, ne t'occupe pas de ces bêtises, ma chérie. Concentre-toi pour être spectaculaire en réunion. C'est l'image qui vend. Totalement, acquiesça Renata. D'ailleurs, tonton Esteban m'a dit que ma tâche principale est de garder le client content. Tu sais, déjeuner, dîner, beaucoup sourire. La partie facile. Elle fit un geste dédaigneux de la main. L'équipe créa s'occupe du travail ennuyeux, des rapports et des stratégies et tout ça. Et là se trouvait la fissure dans son armure, son arrogance, sa paresse, son mépris total pour le vrai travail. Il ne voyait pas le compte, saveur de la grand-mère, comme une responsabilité, mais comme un accessoire de statut. Il ne comprenait pas que, pour Monsieur Vega, sa marque n'était pas une affaire, c'était son âme, et eux la traitaient comme une babiole. Ce soir-là, le rituel fut différent. Après avoir lu à Hugo une histoire sur un chevalier qui battait un dragon non pas avec l'épée mais avec la ruse, et après qu'il se fut endormi, je ne me suis pas affalé sur le canapé pour regarder de la télé-poubelle. J'ai allumé mon vieux portable fidèle, celui qui m'avait vu pleurer sur d'innombrables devoirs et mémoires. Je me suis préparé une tasse de tisane de camomille, pas de café. J'avais besoin de calme, pas d'énergie. J'avais besoin de l'esprit froid d'un chirurgien. J'ai commencé mon opération. Ma première incision fut Prestigio Creativo. J'ai dévoré leur site web, analysé leurs cas de succès, lu les profils de leurs dirigeants. Leur slogan était « Nous créons des connexions, pas des campagnes, un mensonge poétique ». Ce qu'ils créaient, c'était des façades brillantes pour cacher le manque de substance. Ils étaient experts en vernis, pas en bois. Puis je suis passé au patient principal, Bruno Vegae, saveur de la grand-mère. Ce que j'ai découvert, c'était une histoire d'amour. Amour de la cuisine, amour de la famille, amour d'une terre. Monsieur Vega n'était pas un petit vieux ennuyeux. C'était un titan qui avait construit un empire à partir de rien, en s'appuyant sur l'authenticité à une époque de faux. J'ai trouvé une interview dans un magazine économique où il disait « Ma grand-mère disait que l'ingrédient secret de son mol n'était pas un piment spécial, c'était la patience. La patience pour faire les choses bien, sans raccourci. C'est la philosophie de mon entreprise. Pas de raccourci. » La phrase résonna dans ma tête. Ma sœur et mon oncle étaient les rois des raccourcis. L'étape suivante fut la surveillance. J'ai créé un faux profil Instagram, sans photo, avec un nom générique. Et j'ai commencé à suivre Renata. Sa vie numérique était une vitrine d'imprudence. Il n'y avait aucun filtre, ni professionnel ni de bon sens. Elle publiait des photos de ses achats à Antara pendant les heures de bureau. À la recherche d'inspiration pour la campagne, écrivait-elle. Et elle postait des stories en train de boire des martinis sur des terrasses à la mode avec ses amis un mercredi après-midi. Le réseautage super important, plaisantait-elle. Chaque publication était un clou dans son propre cercueil,
et j'étais la charpentière silencieuse qui les ramassait. Je ne faisais pas de capture d'écran, pas encore. J'observais. J'apprenais les schémas de mon ennemi, ses faiblesses, sa vanité prévisible. Les semaines passèrent, ma routine devint un double jeu. Le jour, j'étais Elia, la serveuse aimable et efficace. La nuit, j'étais Némésie, la déesse de la rétribution, traçant ma vengeance dans la lueur bleue de l'écran de mon portable. La rage initiale s'était transformée en quelque chose de bien plus puissant, un but. Ils m'avaient pris un travail. Je leur prendrais quelque chose de bien plus précieux, leur réputation, si fragile, si précieuse, et imméritée. La table de ma salle à manger disparut sous une mer de papier. Elle devint le centre nerveux de l'opération Phénix, comme j'avais baptisé mon plan. Le mur du salon, autrefois décoré des dessins de dinosaures de Hugo, ressemblait maintenant au tableau d'un détective d'homicide. Au centre, une photo imprimée du visage aimable et digne de Monsieur Bruno Vega. Autour, reliés par des fils de laine rouge, il y avait des notes adhésives avec des mots-clés, Oaxaca, héritage, authenticité, famille, sans raccourci. À l'autre extrémité du mur se trouvait une photo de Renata, un selfie qu'elle avait publié sur Instagram, lèvres en avant et filtre beauté. De sa photo partaient des fils de laine noire vers des mots comme superficialité, polenco, négligence, privilège, fraude. Mon objectif n'était pas simplement d'exposer Renata comme une employée incompétente. Ce serait trop simple, trop personnel. Ma stratégie était bien plus élégante et dévastatrice. J'allais me positionner moi-même, une étrangère, comme la véritable gardienne de la marque saveur de la grand-mère. J'allais démontrer publiquement et de manière irréfutable que le choix de mon oncle n'avait pas seulement été un acte de népotisme, mais une trahison fondamentale des valeurs du client. Je n'allais pas attaquer la famille Reyes, j'allais défendre l'héritage de la famille Vega. Je me plongeais dans mon rôle avec la dévotion d'un acteur de méthode. Je passais des heures à la bibliothèque publique à lire des livres sur l'histoire de la gastronomie oaxakénienne. Je regardais des documentaires sur la production artisanale du mezcal et du chocolat. Je devins une experte des 7 molles. Je pouvais différencier le chiloac noir du pasilla. J'appris que l'authenticité, pour Monsieur Vega, n'était pas un mot à la mode, mais un engagement envers les ingrédients, les procédés, les gens de sa terre. Pendant ce temps, Renata continuait d'être ma meilleure source d'information, totalement inconsciente de mon observation. Son Instagram était une chronique de son désintérêt. Un après-midi, elle publia une photo de ses pieds chaussés de nouvelles chaussures de créateur, posées sur son bureau. Derrière ses pieds, volontairement flous, mais encore lisibles en zoomant, il y avait plusieurs documents. J'agrandis l'image au maximum. C'étaient les résultats d'un groupe de discussion sur un nouvel emballage pour la sauce mangue et habanero. La légende de Renata disait: journée de bureau qui ressemble à des vacances. #BorcarPlayard. Une autre fois, elle mit en ligne une courte vidéo dans ses stories. Elle était à un repas avec son équipe dans un restaurant de viande. On l'entendait dire en riant: et alors, ce vieux Vega m'envoie un mail de 3 pages sur l'importance de la récolte de tomates bio. J'ai failli m'endormir en le lisant. Je lui ai répondu avec un merci pour l'info, très précieux, et voilà. Comme si j'étais agricultrice. Ses collègues éclatèrent de rire avec elle. Je sauvegardai la vidéo. C'était un bijou, une preuve non seulement de sa paresse, mais de son manque de respect. Elle se moquait de l'homme qui, en vérité, payait ses chaussures de créateur et ses repas coûteux. La partie la plus difficile était de garder le masque de la défaite au repas du dimanche. Je devais m'asseoir là et écouter les plaintes de Renata sur son travail si stressant. C'est qu'ils ne comprennent pas, se lamentait-elle un après-midi en se resservant du vin. Le succès moderne, c'est la marque personnelle, l'image. Personne ne se soucie de savoir si le piment est récolté à la main ou à la machine. Les gens achètent ce qui rend bien sur Instagram, et moi j'essaie de rendre la marque sexy, mais le client est tellement rustique. Toi, tu as la vision, ma chérie, la consolait ma mère, me lançant un regard qui disait, tu vois, ça, c'est quelque chose que toi tu ne comprendras jamais. Je hochais seulement la tête avec une expression de tristesse vague. Je les laissais me voir comme la sœur envieuse et rancunière. Leur perception de ma faiblesse était ma plus grande force. Les lions n'annoncent pas leur présence dans la jungle, ils attendent simplement le bon moment pour attaquer. Un mercredi soir, alors que je parcourais les bulletins de l'industrie publicitaire, je trouvais le scénario parfait pour mon attaque. La Chambre nationale de l'industrie des restaurants et aliments assaisonnés, la CANIRAC,
annonçait sa gala annuelle, un événement de gala, le plus prestigieux du secteur. L'invité d'honneur et récipiendaire du prix de la trajectoire et de l'innovation gastronomique cette année-là était, bien sûr, Monsieur Bruno Vega. Mon cœur fit un bond. C'était le destin. Il ne pouvait pas y avoir de scène plus parfaite. Un événement rempli de ses pairs, de la presse spécialisée, des poids lourds de l'industrie. Un endroit où la réputation était la monnaie la plus précieuse. Un endroit où une humiliation publique ne serait pas seulement embarrassante, elle serait catastrophique. L'annonce mentionnait que, dans le cadre de l'hommage, l'agence chargée de sa marque, Prestigio Creativo, ferait une brève présentation sur l'évolution de l'image de saveur de la grand-mère. Je souris à l'écran de mon ordinateur. La vie avait parfois un sens tordu de la justice poétique. Ils allaient mettre Renata sur un piédestal sous un projecteur, devant les personnes les plus importantes de son monde. Et j'allais m'assurer que la chute soit spectaculaire. Je n'avais besoin que d'un billet pour le spectacle. La question de savoir comment m'infiltrer dans la forteresse de l'élite gastronomique me tint éveillé pendant 2 nuits. Je ne pouvais pas simplement acheter un billet. Les tables coûtaient une fortune et étaient vendues à des entreprises, pas à des particuliers. Je ne pouvais évidemment pas demander d'aide à mon oncle, et me présenter à la porte sans invitation aurait été un suicide social. Il me fallait un cheval de Troie. La solution, comme souvent, arriva de la manière la plus inattendue et la plus humaine possible. Elle arriva par la seule personne de ma famille qui ne m'avait jamais traité comme un problème à résoudre. Ma tante Célia m'appela un mardi après-midi. J'aimais nos appels. Ils étaient une oasis de normalité dans mon désert familial. Mais cette fois, sa voix sonnait différente. Elle était tendue, inquiète. Lélia, ma fille, tu as 1 minute, commença-t-elle sans ses salutations joyeuses habituelles. Bien sûr, tata, tout va bien? Il est arrivé quelque chose avec la boulangerie? Elle poussa un long soupir, un son chargé d'une frustration que je connaissais trop bien. La boulangerie va bien, grâce à Dieu. Le pain monte, les clients viennent. C'est ta mère et ta sœur. Elles viennent de passer par ici. Je sentis un nœud dans mon estomac. Les visites de ma mère et Renata à la modeste boulangerie de ma tante avaient toujours été étranges. Elles n'y allaient pas pour le pain, mais pour exhiber leur vie supérieure, pour rappeler à leur sœur aînée à quel point elle était restée en arrière. Je ne sais pas ce qui leur a pris aujourd'hui, continua ma tante. Là elles sont comme folles avec une fête, une gala de gens riches. Ta mère est obsédée par l'idée de trouver une robe qui, selon elle, ferait pleurer de jalousie la femme de Carlos Slim. Imagine un peu. Mon pouce accéléra. C'était la gala. Les Renata, Elia, Renata est insupportable. Elle ne cesse de dire qu'elle va faire un discours devant plein de gens importants. Elle va présenter ce monsieur des sauces, le propriétaire de l'entreprise. Ma tante souffla. Je lui ai demandé de quoi elle allait parler et elle m'a dit, « Oh, tata, aucune idée. L'équipe va m'écrire quelque chose. Moi, je dois juste l'apprendre et être divine. » Cette fille a du vide dans la tête. Je souris intérieurement. C'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Elle ne prendrait même pas la peine de comprendre ce qu'elle disait. Elle serait une marionnette lisant un script, une cible facile. Mais ce n'est pas le pire, Elia, dit ma tante, sa voix devenant plus grave. Ta mère a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle parlait du fils de Monsieur Vega, qui apparemment est célibataire et très réussi. Et ta mère a dit à Renata, je te jure, elle lui a dit, à la fête, essaie de lui parler. On ne sait jamais, ma fille. Un bon mariage est le meilleur des affaires. La nausée me monta à la gorge. C'était ma mère dans son état le plus pur, transactionnel, superficiel et cruel. Elle utilisait sa propre fille comme appât, vendant son avenir au plus offrant. Tata, dis-je en essayant de garder ma voix neutre, par hasard, tu sais quand et où est ce gars-là? Je suis curieuse. Bien sûr, elles n'ont pas arrêté d'en parler. C'est ce samedi soir, à l'hôtel Saint-Régis sur Reforma, un endroit où des gens comme nous ne vont que pour nettoyer. Elle fit une pause, et je sentis sa préoccupation passer à travers le téléphone. Lélia, s'il te plaît, dis-moi que tu ne penses pas y aller. Tu ne vas que te faire du mal. Tu n'as rien à faire dans ce monde de vipères. Ne t'inquiète pas, tata, répondis-je, et la sincérité dans ma voix la surprit. Tu as raison. Je n'ai rien à faire dans leur monde. Mais ce samedi, je vais prouver qu'eux non plus n'ont rien à faire dans le mien.
Le monde du travail dur et de l'honnêteté. Je raccrochais, mon esprit déjà en marche. Le quand et le où étaient assurés. Il ne restait plus que le comment. Il devait bien y avoir un moyen. Je revis la liste des sponsors de l'événement que j'avais consulté en ligne, et là, parmi les logos de banques et de marques de luxe, j'en vis un familier, Destilado del Alma, une des plus grandes entreprises de tequila premium du pays. Et je me suis rappelé David Sifuente. Il avait été mon camarade dans le cours le plus difficile de marketing digital. Un garçon incroyablement intelligent, mais sans aucune prétention. Nous avions veillé ensemble plus d'une fois à la bibliothèque, nous aidant à déchiffrer des algorithmes et des stratégies de SEO. Je savais qu'après avoir obtenu son diplôme, il avait décroché un poste de junior brand manager, justement chez Destilado del Alma. J'ai cherché son contact dans mon téléphone, le cœur battant dans la gorge. Est-ce qu'il se souviendrait de moi? Penserait-il que je ne le contactais que par intérêt? Je n'avais pas d'autre choix. J'ai composé. Allô, répondit une voix familière. David. Salut, c'est Elia. Elia Reyes de la fac. Il y eut une seconde de silence qui me parut une éternité. Puis sa voix s'illumina. Elia, bien sûr que je me souviens. La reine des études de K. Comment tu vas? Quel miracle! Je sentis une vague de soulagement. Je lui ai raconté une version soigneusement éditée de ma situation, que je travaillais comme consultante de marque indépendante, que Saveur de la grand-mère était l'un de mes clients potentiels et qu'assister à la gala serait une chance inestimable pour ma carrière. Je détestais lui mentir, mais la vérité était trop compliquée et dangereuse. David, l'âme noble qu'il a toujours été, ne posa pas de questions gênantes. L'incroyable, Elia, félicitations. Et quelle coïncidence! Mon entreprise a une table complète de 10 personnes et, justement hier, un des directeurs des ventes a annulé parce que son fils est tombé malade. Sa place est vide. Elle est à toi si tu la veux. J'ai presque chuté de ma chaise. Je n'en croyais pas ma chance. David, je ne sais pas quoi dire. Tu es sérieux? Tu me sauves la vie. Ce n'est rien, voyons. Les amis sont là pour ça. En plus, ça fera du bien d'avoir un visage ami là-bas. Je t'envoie l'invitation digitale par mail tout de suite. On se voit samedi. J'ai raccroché en tremblant, mais cette fois d'adrénaline pure. J'avais tout. J'avais la motivation, j'avais l'info, j'avais les preuves. Et maintenant, grâce à la bonté d'un vieil ami, j'avais une place au premier rang pour l'exécution publique la plus élégante de l'histoire. Le samedi soir, ma famille s'attendait à être couronnée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais construit une guillotine et que j'étais sur le point de la laisser tomber. Le samedi arriva enveloppé d'un calme étrange. L'après-midi, j'ai emmené Hugo à la boulangerie de ma tante Célia. Il était tout excité pour sa soirée pyjama chez la tante Chouchoute, avec le droit de manger 2 parts de gâteau au chocolat et de regarder des films jusqu'à tard. Au moment de dire au revoir à la porte, ma tante me prit les mains. Ses mains étaient chaudes et sentaient la farine et le travail honnête. Elle me regarda droit dans les yeux. À quoi qu'il arrive ce soir, Elia, souviens-toi que ta valeur n'est pas définie par une robe chère ni par un nom de famille, c'est toi qui la définis. Ton cœur, ta force. Elle me fit un câlin si fort que j'ai senti les morceaux cassés de mon âme se remettre en place. Maintenant, va leur montrer de quoi tu es faite. Sa bénédiction était le seul bouclier dont j'avais besoin. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé ma transformation. J'ai rempli la baignoire d'eau chaude et de sel de bain, un petit luxe que je me permettais rarement. En m'immergeant, je n'ai pas pensé à la vengeance, j'ai pensé à l'avenir, à la femme que je voulais être pour mon fils. Une femme qu'on ne piétine pas, une femme qui lutte pour ce qui est juste. Je suis sorti de l'eau en me sentant renouvelé, propre, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Et alors j'ai mis mon armure. Ce n'était pas une robe de créateur, c'était une simple robe noire à col haut et manches longues, achetée bon marché 3 ans plus tôt pour la cérémonie de remise de diplôme de mon cours du soir. C'était ma robe de la victoire. Je l'avais portée chez le retoucheur du quartier pour de petits ajustements, et maintenant elle m'allait comme du sur-mesure. Ce n'était pas une robe pour séduire ni pour impressionner, c'était une robe pour être prise au sérieux. Le seul bijou était un discret collier en argent avec un petit pendentif colibri, le dernier cadeau de ma grand-mère avant de mourir. Pour que tu te rappelles toujours que même la plus petite créature peut voler sur de grandes distances, m'avait-elle dit.
Je me suis coiffé en chignon bas et net. Mon maquillage était minimal, seulement du mascara et un rouge à lèvres d'un ton neutre. Quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai pas vu Elia, la victime. J'ai vu Elia, la stratège. J'étais prête. J'ai pris un Uber pour l'hôtel Saint-Régis. Pendant que la voiture se frayait un chemin dans le trafic nocturne de Reforma, les lumières de la ville semblaient des joyaux dispersés sur un velours noir. Je me sentais étrangement calme, comme un soldat dans les heures avant la bataille décisive, quand la peur laisse place à une concentration résignée. En arrivant à l'hôtel, une bouffée d'air chaud et parfumé m'a accueilli. Le hall était un spectacle d'opulence, marbre brillant, énorme composition florale et un murmure de conversations élégantes. Je suis entré dans la grande salle de bal et, un instant, l'ampleur de l'événement m'a coupé le souffle. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des constellations, projetant une lumière dorée sur des centaines d'invités en tenue de gala. J'ai trouvé la table de Destilado del Alma et j'ai vu David, qui s'est levé pour me saluer avec un vrai sourire. Lélia, waouh, tu es impressionnante, très puissante. Merci pour tout, David. Vraiment, dis-je, pleine de gratitude. De rien. Assieds-toi, commande ce que tu veux. Le bar ouvert, c'est notre sponsoring, plaisanta Théil. Je me suis assise en tournant le dos à la majeure partie de la salle, mais avec une vue parfaite sur la scène et la table d'honneur. Et alors, comme s'ils avaient attendu mon arrivée pour faire leur grande entrée, je les ai vus. Ma famille entra, non pas comme des invités, mais comme s'ils étaient les hôtes de l'événement. Mon oncle Esteban marchait en tête, saluant à droite et à gauche d'un signe de tête. Mon père suivait, la poitrine gonflée d'une fierté qui ne lui appartenait pas. Ma mère, Dolores, portait une robe rouge à paillettes aussi subtile qu'un camion de pompiers, et son rire strident coupait l'air. Et enfin, Renata portait une robe dorée si moulante et si brillante qu'on aurait dit du papier cadeau. Elle marchait avec une confiance proche de la caricature, envoyant des baisers à des gens qu'elle connaissait à peine. Je les observais se frayer un chemin jusqu'à leur table, bien placée près de la scène. Ils étaient un spectacle d'arrogance, un monument à la superficialité. Et pendant que je les regardais rire et trinquer au champagne, je ne ressentis pas la moindre trace de mon ancienne douleur ou jalousie. Je sentis une distance clinique, comme un scientifique observant des bactéries au microscope. Ils étaient prévisibles, ils étaient fragiles, et leur écosystème allait s'effondrer. Le maître de cérémonie, un présentateur télé connu, monta sur scène. Il souhaita la bienvenue à tout le monde. Le dîner fut servi. Le murmure des conversations remplit la salle. Je touchais à peine à mon assiette. Je bus de l'eau, je gardais l'esprit clair. J'observais ma proie. Je vis ma mère se lever pour « socialiser », ce qui, dans son langage, signifiait faire le tour des tables en exhibant sa fille, la génie du marketing. Je vis Renata prendre des selfies avec sa coupe de champagne, probablement pour les posters sur Instagram plus tard. Et puis le moment arriva. Les lumières baissèrent un peu plus. Le maître de cérémonie revint au pupitre, sa voix résonnant avec solennité. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que nous attendions tous, pour présenter notre lauréat de ce soir, un vrai titan de l'industrie, Monsieur Bruno Vega, nous avons le grand plaisir d'accueillir sur scène la brillante et talentueuse account manager de Prestigio Creativo, Mademoiselle Renata Reyes. Un projecteur blanc trouva Renata à sa table. Elle se leva, savourant les applaudissements, et marcha vers la scène avec le déhanchement d'une star de cinéma. Je me penchai en avant sur ma chaise. Le silence avant la tempête était terminé. C'était l'heure du spectacle. Renata arriva au pupitre en acrylique transparent et sourit à la foule avec un éclat étudié. Elle sortit un jeu de fiches de son petit sac de créateur et les posa devant elle. Le projecteur faisait scintiller les paillettes de sa robe dorée, créant une aura de célébrité artificielle autour d'elle. Elle s'éclaircit la gorge, un petit son amplifié par les haut-parleurs à un volume presque comique. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, la voix un peu plus aiguë que d'habitude à cause du trac. C'est un véritable honneur pour moi d'être ici ce soir devant tant de légendes de l'industrie. Son discours fut un chef-d'œuvre de vacuité. Une soupe de lettres de jargon corporatif, une collection de phrases toutes faites qu'elle avait entendues quelque part et qu'elle répétait sans en comprendre le sens. Elle parlait de paradigme, d'écosystème de marque, de propositions de valeurs disruptives. C'était évident qu'elle n'avait pas écrit un seul mot, elle lisait simplement et même pas avec beaucoup de conviction. Sous la direction visionnaire de Monsieur Bruno Vega. Elle continua, trébuchant légèrement sur le mot visionnaire,
la marque Saveur de la grand-mère a transcendé sa catégorie pour devenir une véritable love brand, obtenant un engagement sans précédent dans la cible démographique clé. Pendant qu'elle divaguait, mes yeux restaient fixés sur Monsieur Vega. Assis à la table principale, il l'écoutait avec une expression de neutralité polie. Il ne souriait pas, il ne hochait pas la tête. Il observait simplement avec la patience d'un homme habitué à séparer le bon grain de l'ivraie. Son calme disait plus que n'importe quel mot. Renata arriva finalement à la fin de son insipide monologue. Alors sans plus attendre, c'est pour moi un privilège et une fierté personnelle, ainsi que pour toute la famille de Prestigio Creativo, de faire partie de ce voyage incroyable. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour l'incomparable, le visionnaire, Monsieur Bruno Vega. Le public applaudit poliment. Monsieur Vega se leva, fit un signe de tête reconnaissant et monta sur scène pour recevoir la lourde statuette en cristal. Son discours à lui fut l'exact opposé de celui de Renata. Bref, humble et rempli de cœur. Il parla de sa grand-mère non comme d'un concept marketing, mais comme de la vraie femme qui lui avait appris à cuisiner et à travailler. Il remercia les agriculteurs de Oaxaca qui cultivaient ses piments. Il remercia les employés de son usine. Il ne mentionna pas une seule fois Prestigio Creativo. Quand il termina, l'applaudissement fut bien plus chaleureux, plus sincère. Le maître de cérémonie revint. Merci, Monsieur Vega, pour ces paroles émouvantes. Avant qu'il ne quitte la scène, Monsieur Vega et Mademoiselle Reyes ont accepté de répondre à quelques questions rapides du public. Mon cœur commença à battre fort, comme un tambour de guerre dans ma poitrine. C'était mon moment. Je laissais un journaliste d'un magazine économique poser une question prévisible sur l'expansion internationale. Je laissais un autre demander sur les tendances du marché. Et puis, quand le maître de cérémonie dit « Une dernière question, s'il vous plaît », je levai la main. Je ne l'agitais pas frénétiquement. Je la levai simplement, calmement, avec détermination. J'étais assise dans la pénombre, loin des tables principales, mais je la levai suffisamment haut pour qu'elle attrape la lumière. Le maître de cérémonie balaya la salle du regard et s'arrêta sur moi. Oui, la demoiselle à la table de Destilado del Alma, au fond. Je me levai. Je sentis le poids de centaines de regards se tourner vers moi. Du coin de l'œil, je vis la réaction à la table de ma famille. Je vis la bouche de ma mère s'ouvrir en un « oh » de surprise. Je vis le froncement de sourcils furieux de mon oncle. Je vis la confusion sur le visage de Renata. Un assistant logistique accourut à mes côtés avec un micro sans fil. Je le pris. Il était froid et lourd dans ma main. Merci, dis-je. Et ma voix résonna étonnamment claire et stable dans les haut-parleurs du salon. Félicitations, Monsieur Vega, pour ce prix bien mérité. Ma question, cependant, s'adresse à Mademoiselle Reyes. Renata cligna des yeux comme un cerf aveuglé par les phares d'une voiture, forçant un sourire crispé. Allez-y. Je pris une profonde inspiration. Mademoiselle Reyes, avec tout le respect dû à votre poste et à votre agence, commençai-je. Mon ton était celui d'une académique dans un symposium, pas celui d'une sœur en quête de vengeance. Vous avez parlé de love brands et d'engagement. Mais ceux d'entre nous qui ont suivi la trajectoire de Monsieur Vega savent que le succès de Saveur de la grand-mère repose sur quelque chose de bien plus profond, l'authenticité d'une histoire familiale. Je marquai une pause, laissant la prémisse s'installer. Ma question est très précise. Sur l'étiquette de chaque pot de molle, à côté de la signature de Monsieur Vega, 3 valeurs fondamentales sont inscrites. Pour une marque dont l'ADN est son héritage, lequel de ces 3 valeurs considérez-vous comme le pilier central, le plus crucial pour préserver l'essence que sa grand-mère lui a transmise? Silence. Un silence si dense et lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. C'était une question juste. C'était une question professionnelle. Et pour Renata, c'était une condamnation à mort. La panique envahit ses yeux. Elle chercha désespérément dans ses fiches, mais la réponse n'y figurait pas. Elle chercha de l'aide auprès de notre oncle, mais il ne pouvait que me fusiller du regard depuis sa table. Son sourire s'était figé. Eh bien. Balbutia-t-elle, sa propre voix semblant la surprendre. C'est une excellente question, très profonde. Elle gagnait du temps, son esprit courant comme un hamster dans une roue. Je dirais que, les 3 sont vitaux. Oui, ce sont comme un trépied. Un trépied de succès. Mais si vous deviez en choisir un, insistai-je doucement, sans hausser la voix, celui qui encapsulait le véritable esprit de la marque,
lequel serait-ce? La qualité, lâcha-t-elle finalement, comme quelqu'un qui s'accroche à une bouée de sauvetage. Définitivement, la qualité du produit. C'est ce qui compte le plus pour le consommateur. Je laissai sa réponse, tellement corporative, tellement générique, tellement fausse, flotter un instant dans l'air. Monsieur Vega l'observait. Son visage était désormais un masque de déception impassible. Je n'avais pas terminé. Il était temps de tourner le couteau dans la plaie. Je laissai le mot « qualité » mourir dans le silence du salon. C'était une réponse sûre, de manuel, et fondamentalement incorrecte. C'était la réponse de quelqu'un qui voyait un produit, pas une promesse. Avec la même calme méthodique, je repris le micro. Merci pour votre point de vue, mademoiselle Reyes, dis-je. Et le formalisme de mes mots était en soi une gifle. Mais les valeurs imprimées sur l'étiquette, celles que monsieur Vega a personnellement choisies pour honorer sa grand-mère, son tradition, famille et authenticité. Un souffle collectif, discret mais perceptible, parcourut les tables les plus proches. Je vis des journalistes écrire à une vitesse frénétique. Le visage de ma mère passa du blanc au rouge tacheté de fureur impuissante. Mon oncle Esteban avait l'air d'avoir mordu dans un citron. Je tournai alors légèrement mon corps, ignorant Renata comme si elle n'existait plus sur scène, et m'adressai directement au seul homme dans la salle dont l'opinion comptait. Monsieur Vega, dis-je, ma voix maintenant empreinte d'un respect sincère qui avait manqué à tout le discours de ma sœur. La tradition de moudre les piments sur un métate, et non dans une machine industrielle. La valeur de la famille qui vous a conduit à transformer une recette de votre grand-mère en une entreprise qui emploie des centaines de familles à Oaxaca. Et l'authenticité de ne jamais compromettre vos ingrédients ou vos procédés, même quand il aurait été plus rentable de le faire. Ce ne sont pas seulement des valeurs, c'est l'âme de votre entreprise. Je fis une pause dramatique, m'assurant d'avoir l'attention de tous. Puis, comme un torero préparant son coup final, je tournai mon regard vers ma sœur. Renata était paralysée. Son visage était un masque de panique et d'humiliation. Une âme, continuai-je, ma voix baissant presque au chuchotement, mais que le micro amplifiait dans chaque recoin du salon. Et qui mérite d'être gardée par quelqu'un qui la comprend, quelqu'un qui la respecte. Et alors je lançai la bombe. Peut-être, juste peut-être, si mademoiselle Reyes consacrait moins de temps à poster sur Instagram ses déjeuners de 3 heures au Cipriani, payé avec la carte de l'entreprise, ou à se plaindre dans ses stories de son client ennuyeux, le vieux monsieur des sauces, et qu'elle consacrait un peu plus de temps à lire l'histoire de l'homme et de la famille qui lui permettent d'avoir ce style de vie, elle aurait peut-être su répondre correctement à une question aussi fondamentale. L'effet fut nucléaire. Le murmure devint un rugissement sourd. Les gens ne se contentaient plus de chuchoter, ils se penchaient sur leur table pour parler, désignant discrètement la scène, la table de ma famille. L'humiliation n'était plus privée, c'était devenu un spectacle public. Je vis Sergio, le directeur de projet, à sa table. Il ne semblait pas surpris. Il me regarda et d'un geste presque imperceptible, il hocha la tête. C'était une validation silencieuse qui signifiait le monde pour moi. Ma mère se leva d'un bond, renversant son verre de vin. « C'est un scandale. C'est une menteuse rancunière, cria-t-elle. Mais sa voix fut noyée par le brouhaha général et l'intervention rapide du maître de cérémonie qui essayait maladroitement de reprendre le contrôle. Mais c'était déjà trop tard. L'attention de tous se concentra sur l'homme qui était resté silencieux pendant tout cet échange. Monsieur Bruno Vega. Avec une lenteur délibérée, il s'approcha du podium. Il prit le micro des mains du présentateur. Le salon plongea dans un silence de tombe. Il ne me regarda pas. Il ne regarda pas Renata. Ses yeux, durs comme le silex, se fixèrent sur mon oncle Esteban, qui était assis à sa table, recroquevillé, comme s'il voulait que la terre l'engloutisse. Esteban, dit monsieur Vega, et l'usage de son prénom, dépouillé de tout titre ou formalité, résonna comme le claquement d'un fouet. Pendant 5 ans je t'ai confié mon entreprise, mais je t'ai confié quelque chose d'encore plus important. Je t'ai confié le nom de ma grand-mère. Son regard balaya la salle puis revint vers mon oncle. Et ce soir j'ai découvert que tu as mis le nom de ma grand-mère entre les mains d'une gamine ignorante et arrogante qui pense que la tradition est ennuyeuse et que mon héritage est une plaisanterie. Il se tourna vers le public, sa voix résonnant avec une autorité inébranlable. Je vous présente mes excuses à tous. La marque que j'ai construite repose sur l'honnêteté et le respect, et il est évident que l'agence qui me représente manque des deux. Il revint à mon oncle.
Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Je considère notre contrat terminé à partir de cet instant. Puis il fit quelque chose qui scella l'humiliation de ma famille pour toujours. Il prit la lourde statuette de cristal qu'il venait de recevoir, s'approcha du bord de la scène et la remit au serveur le plus proche. « Assurez-vous que ceci arrive à la jeune femme de la table de Destilado del Alma, dit-il à voix haute. Elle semble comprendre sa valeur bien mieux que moi. » Et sans un mot de plus, il descendit de la scène et sortit du salon d'un pas ferme et décidé, suivi par son assistant personnel. Le spectacle était terminé. Les lumières se rallumèrent brutalement. Renata, enfin libérée de sa paralysie, laissa échapper un sanglot étouffé et s'enfuit en courant maladroitement sur ses talons. Mon père et mon oncle se levèrent et la suivirent. Leurs visages étaient des masques de fureur et de panique. Ma mère fut la dernière à partir, mais avant de le faire, elle me repéra dans la foule et me lança un regard rempli d'une haine si pure et si venimeuse que je pus presque la sentir physiquement. Je ne bougeais pas. Je restais assise tandis que le serveur s'approchait de ma table et posait avec beaucoup de soin la lourde statuette devant moi. Je la touchai. Elle était froide, lourde, réelle. Je n'avais pas détruit ma famille, je leur avais simplement montré un miroir. Et l'image qu'il leur envoyait était si laide qu'ils ne purent la supporter. Tandis que le salon de bal sombrait dans un chaos de commérages et de sorties précipitées, je restais à ma place, la main posée sur la surface glacée du prix. David, mon ami, me regardait avec un mélange de choc, d'étonnement et de ce qui ressemblait à un profond respect. « Lélia » murmura-t-il en secouant lentement la tête, c'était la chose la plus courageuse et la plus terrifiante que j'ai vue de ma vie. Je lui offris un petit sourire fatigué. Parfois, la seule façon d'éteindre un incendie est avec une explosion contrôlée, dis-je. Même si à ce moment-là je n'étais pas sûr de combien c'était vraiment contrôlé. Je ne restais pas pour profiter des conséquences. Je ne voulais pas être le centre de l'attention. Je ne voulais pas répondre aux questions des journalistes curieux qui commençaient déjà à rôder autour de ma table. Je me levai, remerciai encore une fois David, cette fois pour bien plus qu'une simple invitation, et me dirigeai vers la sortie. Je marchais à travers le chaos que j'avais provoqué. Je vis un groupe d'hommes d'affaires rire en secouant la tête. J'entendis des bribes de conversation. « Tu as entendu ce qu'elle a dit sur Instagram. Quelle humiliation. Le Prestigio Creativo est fini. Mais c'était qui cette femme? Quelle audace. » Dans le hall, je fus témoin du dernier acte de la tragédie de ma famille. Mon oncle Esteban criait dans son téléphone, son visage congestionné par la rage. Mon père essayait de raisonner avec deux connaissances qui voulaient clairement s'éloigner de lui. Et ma mère tentait de consoler Renata, qui pleurait à chaudes larmes, son mascara traçant des rivières noires sur son visage. Nos yeux se croisèrent une fraction de seconde. Le regard de ma mère était une dague de haine pure. Si les regards pouvaient tuer, je serais tombée raide morte sur place. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Le pont entre nous, déjà fragile et pourri, s'était effondré définitivement dans un abîme sans fond. Je sortis par les portes tournantes de l'hôtel et l'air frais de la nuit sur Reforma me frappa le visage. Cela ressemblait au premier souffle après avoir retenu sa respiration pendant des années. Je ne ressentis pas l'euphorie du triomphe que j'avais imaginé. Il n'y eut pas de montée d'adrénaline victorieuse. À la place, je sentis une immense paix, un calme. C'était la paix qui arrive quand une guerre longue et épuisante est enfin terminée. La guerre pour leur acceptation. La guerre pour leur amour. J'avais perdu toutes les batailles, mais cette nuit-là, j'avais gagné la guerre. Et la victoire ressemblait étrangement au silence. Sur le chemin du retour, dans un taxi, le lourd trophée sur mes genoux, j'observais les lumières de la ville défiler comme des étoiles filantes. Et pour la première fois je ne les vis pas comme des rappels de tout ce que je n'avais pas, mais comme des possibilités. Le lendemain matin, je fus réveillé par le soleil qui passait par la fenêtre et l'odeur du café. Ma tante Célia était déjà levée, préparant le petit déjeuner. Hugo était assis à table en train de dessiner. C'était une scène de quotidien tellement normale et tellement belle que je me mis à pleurer. « Mais tu as bien dormi, ma fille ?» demanda ma tante en me mettant une tasse de café dans les mains. J'acquiesçai, incapable de parler. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle s'assit simplement à côté de moi et me prit la main. Et dans ce simple geste, je trouvais plus de famille que je n'en avais jamais eu en toute une vie. À ce moment précis, mon téléphone, que j'avais mis en silencieux, vibra sur la table. C'était un numéro inconnu. Le cœur battant, je répondis.
Mademoiselle Elia Reyes, demanda une voix grave et familière. Oui, c'est moi, Elia. Ici Bruno Vega. Je me levai d'un bond, manquant de renverser mon café. Monsieur Vega, bonjour. Je regrette le spectacle d'hier soir. J'entendis un petit rire de l'autre côté de la ligne. Ne le regrettez pas, Elia. Parfois un peu de spectacle est nécessaire pour faire le ménage. Hier soir vous n'avez pas seulement exposé une incompétente, vous avez défendu l'âme de mon entreprise, et ça, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il fit une pause. J'ai passé toute la matinée à revoir votre travail, le portfolio que vous avez en ligne. Votre vision est exactement ce dont mon entreprise a besoin pour l'avenir. Un avenir basé sur la vérité, pas sur la publicité vide. Ma respiration se bloqua. J'ai mis fin à ma relation avec Prestigio Creativo, continua-t-il. Et cela signifie que j'ai un besoin urgent de leadership en matière de marque. Je crée un nouveau poste, un poste de haute direction, directrice de stratégie et de l'héritage de la marque. Ce n'est pas le poste pour lequel vous avez postulé, c'est bien plus grand, et je veux vous l'offrir. Les larmes que j'avais retenues pendant 24 heures jaillirent enfin. Des larmes de soulagement, d'incrédulité, de joie si pure qu'elle en faisait mal. Monsieur Vega, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous y réfléchirez, Elia, dit-il avec bienveillance. Je vous enverrai une offre officielle par mail dans 1 heure. Elle inclut un salaire que, je pense, vous trouverez plus que juste. Une relocalisation à Oaxaca si vous le souhaitez. Et surtout, un endroit où votre talent et votre intégrité seront célébrés, pas punis. Je raccrochai. Mon monde venait d'être totalement réécrit. Cet après-midi-là, comme prévu, les messages arrivèrent. Ils venaient de ma mère et de mon oncle, un vacarme d'insultes, de menaces et d'accusations. La traîtresse, vipère, tu as détruit ta propre famille, tu le regretteras. Je les lus un par un et, pour la première fois, leurs mots ne me firent aucun mal. Ils rebondissaient sur la nouvelle armure de mon estime de moi, sans laisser la moindre égratignure. Sans répondre, je les effaçai. Puis je bloquai leur numéro. C'était comme fermer la porte à une pièce remplie de fantômes. Ma famille d'avant, celle qui m'avait traité de déchet, était maintenant occupée à essayer de sauver les restes de sa réputation en morceaux. Et moi, j'étais assise à la table de ma cuisine, avec mon fils dessinant à côté de moi, en train de lire la lettre d'offre qui allait définir mon nouveau futur. Un futur qui ne m'avait pas été offert, mais que j'avais forgé moi-même dans le feu de leur propre trahison. Eux, ils insistent en disant que j'ai détruit notre famille. Mais la vérité, c'est qu'une structure construite sur des fondations de mensonges, de favoritisme et de cruauté n'a pas besoin de quelqu'un pour la détruire. Tôt ou tard, elle s'effondre sous son propre poids. Moi, je me suis simplement écarté pour ne pas être enterré sous les décombres. Et maintenant je vous le demande à vous, est-ce que j'ai eu tort ?